Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci Émilie pour cette introduction. Alors, effectivement, j'ai la chance de participer et d'assister aux conférences de Servodyssée depuis le début et je suis très content de venir ici. Je suis même devenu un peu amoureux de cette ville et donc c'est pour ça que je reviens souvent. Pendant l'heure qui va venir, on va parler de l'effet Mozart et d'autres mythes sur le cerveau. Alors pourquoi vous parlez des mythes sur le cerveau, qu'on appelle également neuromythes? Eh bien, vous allez voir que c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre comment la connaissance scientifique se forme, aussi comment certaines informations scientifiques peuvent être déformées, comment elles peuvent perdurer même si certaines informations, par exemple l'effet Mozart, on va voir ce qu'il en est, les interprétations ont beaucoup évolué et c'est un voyage en fait dans la connaissance scientifique et comment on construit de la connaissance. Alors pour commencer, je vous propose de répondre à ces quelques questions en ligne. Alors c'est assez simple. Pour ceux qui ont un téléphone, avec votre appareil photo, vous regardez le QR code et normalement ça devrait vous amener tout de suite sur un site en ligne pour répondre à des petites questions. Et on va voir ensuite pendant la présentation, essayer de voir à quel point ça confirme ou ça infirme les réponses que vous avez données. Et puis à la fin, on reprendra vos différentes questions et puis on verra ensemble si vous aviez en majorité raison ou si vous étiez trompé, si vous aviez des neuromythes ou pas sur le cerveau. Donc je vous laisse un petit peu répondre à ces questions. Si jamais vous n'arrivez pas à scanner le QR code de lumière, vous allez sur le site wooclap.com, on va vous demander un code. Oui. Vous écrivez effet Mozart et vous allez arriver sur la même page. Soit vous arrivez à détecter le QR code. Alors, le site, c'est wooclap.com. Donc, sur votre internet, vous tapez wooclap.com et on va vous demander un mot de passe. C'est effet Mozart en majuscule. Oh, pardon.
Les fautes d'orthographe, c'est fait exprès. Hein. Et effectivement, j'ai fait ça hier soir assez tard. Avec seulement 10% de ton cerveau. C'est ça, peut-être même moins. Ça va, pas de problème technique? Tout le monde arrive à se connecter, à répondre aux questions? Oui? Est-ce que tout le monde a complété les questions? C'est bon ou pas? Il y en a qui ont besoin encore de temps ou c'est bon? Qui a encore besoin de temps? D'accord. Ok, c'est bon, on reprend? Ok, donc vous aurez tous reconnu la sonate pour deux pianos en ré mineur de Mozart. Et alors pourquoi je vous ai mis ce morceau? Eh bien justement parce que ce morceau a été utilisé par des collègues en Californie au début des années 90, en 93 pour être précis, et on fait écouter cette sonate à des étudiants. Et leur ont fait passer des tests de QI. Donc les tests de QI, vous savez, c'est des petits exercices où on doit répondre à des questions, soit des questions de langage, soit des questions plutôt de logique. Et ils ont regardé à quel point le fait d'écouter cette musique pouvait influencer la réponse au test de QI. Donc ils ont comparé des étudiants qui venaient d'écouter cette musique de Mozart à un autre groupe d'étudiants qui n'avaient pas écouté cette musique de Mozart. Et ce qu'ils ont observé, c'est que pour les étudiants qui écoutaient la musique de Mozart, eh bien, on observait une petite augmentation dans des tâches utilisées pour mesurer le QI, des tâches visio-spatiales, c'est-à-dire des tâches où on doit répondre à des questions d'organisation dans l'espace. Et donc les auteurs étaient très contents parce qu'ils montraient que l'écoute d'un morceau de musique classique, en l'occurrence ici Mozart, avait un effet bénéfique sur l'intelligence. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Ça fait beaucoup de bruit parce que ça répondait à une certaine attente qui était de se dire écouter de la musique, c'est bien. Ça permet en plus, de manière assez passive, d'augmenter l'intelligence. Alors ça a beaucoup plu, l'information a beaucoup circulé, à tel point que aux États-Unis, 2 États se sont lancés dans l'achat de CD de Mozart qui donnaient aux jeunes mamans qui venaient d'accoucher pour que leurs enfants puissent se développer au mieux et avoir une intelligence augmentée.
Alors, qu'est-ce que l'on sait de cette histoire? En réalité, l'interprétation est un petit peu plus subtile, un petit peu plus complexe que ce que laisse à penser ce résultat. Pourquoi? Bien, parce que tout d'abord, la même étude a été répliquée 3 ans plus tard chez des enfants. Un groupe à peu près de 3-4 000 enfants en Angleterre, à qui, à certains, on a fait écouter de la musique qu'ils aimaient bien à l'époque, c'est le groupe Blur, musique de rock, et puis un autre groupe d'enfants leur faisait écouter la musique de Mozart, et dans les deux cas, on trouvait une petite augmentation dans la qualité des réponses à ces tâches cognitives. Donc, c'est pas forcément l'effet Mozart, ça pourrait être l'effet musique. Et puis, un autre élément, c'est que les chercheurs se sont rendus compte que cet effet Mozart, ou cet effet musique, avait un effet qui était assez court dans le temps, c'est-à-dire qu'après 10 minutes, cet effet Mozart disparaissait. Ensuite, il y a eu d'autres recherches qui ont eu lieu et qui ont montré que en réalité, c'était pas tant l'intelligence qui était augmentée, c'était davantage les capacités d'attention. Quand on écoute de la musique de Mozart, ou en tout cas quand on écoute une musique qui nous plaît, eh bien, on est plus attentif, plus concentré sur ce que l'on fait. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait écouter cette musique pendant que vous répondiez aux questions, pour que vous soyez vraiment très concentré sur ces questions, que vous répondiez au mieux. Et alors pourquoi vraisemblablement on répond mieux quand on écoute de la musique qui nous plaît, en l'occurrence quand on écoute cette belle musique de Mozart? Eh bien parce qu'il y a un effet avéré scientifiquement de l'écoute de la musique sur le stress. C'est-à-dire écouter de la musique, ça fait baisser le niveau de stress, ça fait même, on peut même le mesurer de manière physiologique, c'est-à-dire que si on mesure une hormone dans votre corps qui s'appelle le cortisol, c'est une hormone qui est sécrétée lorsque on stresse, eh bien le fait d'écouter une musique qui plaît, ça fait baisser ce niveau de cortisol, ça veut dire que les personnes se sentent mieux, sont moins anxieuses et sont moins stressées. Alors quel est le lien entre le cortisol, le stress et ces tâches de QI? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le cortisol, c'est une hormone qui va se fixer sur certains récepteurs dans le cerveau, et en particulier, il y a beaucoup de récepteurs au cortisol ici à l'avant du cerveau. Ça s'appelle le cortex préfrontal, et le cortex préfrontal, il est très utilisé à la fois pour être attentif, mais aussi pour répondre aux petites tâches auxquelles on doit répondre, les tâches cognitives auxquelles on doit répondre quand on fait ces tests de QI. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'écouter une musique qui nous plaît, ça nous déstresse, et comme ça nous déstresse, on est plus attentif, plus focalisé pour répondre aux tâches. Mais cet effet de cortisol, il y a une dynamique particulière au niveau biologique qui fait qu'au bout de 10 minutes, eh bien, le niveau de cortisol revient à son niveau initial. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ce neuromythe, il n'est pas complètement faux. C'est-à-dire la musique de Mozart a effectivement un effet, mais qui n'est pas l'effet qui a été propagé. On n'est pas plus intelligent quand on écoute Mozart. En revanche, écouter Mozart fait qu'on est moins stressé, et donc on répond peut-être mieux quand on est moins stressé à des tâches de QI qui sont quelquefois un petit peu anxiogènes. Alors cet effet pour baisser le stress, c'est un effet qui est utilisé dans ce qu'on appelle la musicothérapie. C'est un des effets un des leviers d'action de la musicothérapie. Par exemple, chez les patients qui sont déprimés ou anxieux, le fait d'écouter de la musique qui plaît, eh bien, ça diminue les symptômes anxieux et ça diminue certains symptômes dépressifs. C'est utilisé aussi dans d'autres pathologies. Par exemple, dans l'épilepsie, il y a des résultats qui montrent que le fait d'écouter une musique qui plaît, eh bien, ça va notamment cette musique de Mozart, parce qu'elle a des propriétés acoustiques particulières, eh bien, ça peut faire baisser l'effet du seuil épileptique chez les patients épileptiques. Et puis, on en parlait ce midi avec les collègues qui participent à ces quelques jours, que la musicothérapie, elle a un intérêt également dans la démence, notamment chez les patients avec la maladie d'Alzheimer. Il y a tout un impact très, très positif de l'écoute de la musique. Donc, ce que l'on voit, c'est que le neuromythe, c'est quoi? C'est une information qui était vraie pendant un moment, c'est-à-dire qu'on a des résultats scientifiques, c'était publié dans la prestigieuse journal Nature, donc ça a été validé, ça a été réalisé par des scientifiques, mais l'interprétation
a eu besoin d'avoir d'autres expériences pour mieux comprendre ce qui se passait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette augmentation des résultats dans les tâches de QI, ça dure pas très longtemps, j'ai dit 10 minutes, et en plus, c'est quand même des effets assez faibles. Il y a plein d'études qui ont essayé de le répliquer. Certaines études ont réussi, d'autres non. Donc, il y a un petit effet, mais il porte essentiellement sur l'attention et sur le stress. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on parle d'écouter de la musique. Le fait de pratiquer la musique, ça, c'est encore une toute autre histoire. Pour ceux qui étaient à la présentation hier après-midi, on a pu voir que la pratique de la musique a des effets dans plein de domaines, notamment sur les compétences de langage, sur des compétences cognitives de haut niveau. Et donc, une fois encore, écouter et produire de la musique, faire de la musique, c'est différent. Donc cette information, ce neuromythe, ça illustre bien différents aspects des neuromythes sur le cerveau. On va en voir d'autres par la suite, à savoir une information qui était vraie à un moment mais qui l'est plus maintenant, c'est erroné, une information qui était partielle et une information scientifique dont l'interprétation n'est plus à jour et concerne peut-être un domaine un peu plus réduit de la réalité, le stress plutôt que l'intelligence. Alors pourquoi, pour terminer, pourquoi ce genre de mythe perdure? On entend encore parler du mythe de l'effet Mozart, 93-2024, ça fait pas mal d'années. Eh bien parce que ces neuromythes, en fait, ils répondent à certaines attentes, à certaines visions du monde avec lesquelles on est d'accord. Et donc c'est toute la difficulté de la science d'apprendre à penser contre soi-même, contre ses routines, contre ses a priori, pour pouvoir ensuite avoir une information qui est plus vraie, qui n'est pas vraisemblable, mais qui est juste véridique. Alors, un autre neuromythe qui est très présent, c'est l'histoire de cerveau gauche et cerveau droit. Qui, dans l'Assemblée, a déjà entendu parler de ces informations cerveau gauche, cerveau droit? Alors, c'est quoi ce neuromythe? Eh bien, c'est l'idée que on a deux hémisphères dans le cerveau. Vous savez, le cerveau, comme beaucoup d'organes dans le corps, est dédoublé. On a deux poumons, on a deux yeux, on a deux narines. Eh bien, on a aussi dans le cerveau deux hémisphères. Et le neuromythe associé au cerveau gauche et au cerveau droit, c'est le fait que le cerveau gauche serait logique, analytique, tandis que le cerveau droit serait plus créatif, intuitif. Donc ça, c'est une idée qui date pas d'aujourd'hui. Depuis à peu près le 19e siècle, on a ce genre d'idées qui circulent sur l'organisation du cerveau. En réalité, cette manière de séparer le fonctionnement des deux hémisphères vient de travaux, notamment de Broca. Vous avez peut-être entendu parler de Broca, qui a donné son nom à une région du cerveau qui est très impliquée dans la production du langage. Et donc, avec Broca, on a découvert que certaines fonctions cérébrales étaient plus présentes dans un hémisphère plutôt qu'un autre. Par exemple, le travail de Broca a montré que un des centres de production du langage était ici, dans les parties préfrontales à gauche. Ça, il avait observé chez un patient qui avait une tumeur syphilitique, justement dans cette région-là, et qui ne parvenait plus à produire du langage, il parvenait juste à dire tant. Alors, quand le patient était content, il disait tant, d'une manière très enjouée. Quand il était en colère, il le disait d'une manière beaucoup plus triste. Et donc, à partir de là, on a su que certaines régions du cerveau étaient impliquées dans certaines fonctions. Mais ça ne voulait pas dire que on a une dominance pour certaines fonctions dans le cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, l'hémisphère gauche joue un rôle important pour le langage, mais l'hémisphère droite aussi, il joue un rôle. Donc ça, c'est la première confusion. La deuxième confusion, c'est l'idée que on pourrait avoir des personnes qui utilisent plus leur cerveau gauche ou des personnes qui utilisent plus leur cerveau droit. Et donc les personnes qui utiliseraient plus leur cerveau gauche, qui est le cerveau analytique, eh bien ça serait des personnes plus analytiques, et les personnes qui utilisent plus leur cerveau droit, ça serait des personnes qui seraient plus créatives. En réalité, on a besoin d'utiliser les deux parties du cerveau.
il y a des études qui ont essayé de voir si effectivement il y a des personnes qui étaient plus analytiques ou plus créatifs, et si ça va avoir avec l'organisation du cerveau. Bien, on n'a absolument trouvé aucun lien. De la même manière, le fait d'avoir un profil plus analytique ou plus créatif, c'est sujet à beaucoup de débats. Et donc ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'en réalité, le cerveau, il fonctionne de manière intégrée, c'est-à-dire que les deux hémisphères fonctionnent, que ça soit pour le langage, pour la créativité. Alors certes, la créativité va solliciter l'hémisphère droit, mais aussi l'hémisphère gauche. L'attention visio-spatiale, le fait de bien savoir regarder une carte routière qui serait un apanage des hommes par rapport aux femmes, eh bien l'attention visio-spatiale, certes, c'est dans l'hémisphère gauche, mais c'est aussi dans l'hémisphère droit. Et donc, on n'a pas de dominance dans le cerveau. Donc, cette histoire de cerveau gauche, cerveau droit, ça s'appuie sur des vieilles visions du cerveau du 19e siècle, mais qui n'ont absolument aucune validité scientifique. Alors, ça nous amène à venir à l'organisation du cerveau. Vous connaissez peut-être ce genre de représentation. C'est la phrénologie, à droite, hein. À gauche c'est une version un petit peu plus moderne, mais la version de droite c'est un modèle théorique du cerveau qui avait été proposé par Gall, qui était un physiologiste et qui pensait, dans la suite des travaux de Broca sur la localisation du cerveau, que chaque région du cerveau était associée à une fonction particulière. Donc Broca avait proposé le langage, mais Gall avait étendu ça à plein de domaines cognitifs. Il y avait par exemple l'aire du bon père de famille, il y avait l'aire cérébrale de la jalousie, l'aire cérébrale de l'entrain. Donc beaucoup de domaines fonctionnels qui étaient très ancrés dans l'idée du 19e siècle. Et donc, ça c'était un neuromythe de l'époque. Le fait que le cerveau est parcellisé, organisé, avec chaque région qui était impliquée dans une fonction. Qu'est-ce que l'on sait maintenant? Eh bien, on sait que certes, certaines régions sont impliquées dans certaines fonctions. Par exemple, la production du langage, c'est la région de Broca, mais c'est pas uniquement la région de Broca. C'est la région de Broca plus plein d'autres régions qui participent à la production du langage. Et donc, on n'a pas une région, une fonction, mais plutôt un ensemble de régions du cerveau qui vont s'activer quand on doit faire une tâche cognitive particulière. Mais une région peut être impliquée dans différentes fonctions. Donc ça, c'est déjà la première chose. Alors, d'où venait à quoi répondait ce neuromythe? Eh bien, ça répondait à un autre neuromythe qui était le fait que le cerveau fonctionne comme un tout. On est à une époque où la religion joue un rôle encore important dans les théories scientifiques. Et donc, les savants de l'époque se disaient: le cerveau, c'est le siège de l'âme. L'âme est unique, indivisible. Donc, le cerveau qui abrite l'âme doit être organisé comme un tout. On ne va pas découper l'âme en plusieurs morceaux. Donc, l'organisation du cerveau, ça doit être organisé au niveau fonctionnel comme un tout. Et donc, tout se retrouve partout dans le cerveau. Et donc, on avait ces deux théories qui s'opposaient. Donc, Broca est arrivé. Ça a donné lieu, ça a donné lieu à ce genre d'hypothèse. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Eh bien, maintenant, on sait que, en fait, les deux hypothèses séparément étaient fausses, mais les deux hypothèses en même temps étaient vraies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque région est impliquée dans les fonctions, dans certaines fonctions particulières, mais quand on fait des études en IRM fonctionnel, donc c'est des outils d'imagerie qui permettent de regarder comment le cerveau fonctionne, eh bien, ce que l'on voit, c'est que toutes les régions du cerveau s'activent quand on fait une tâche cognitive particulière. Alors certaines régions vont s'activer beaucoup plus. Par exemple, pour la production du langage, on va avoir l'aire de Broca qui s'active beaucoup plus. Mais ça ne veut pas dire que les autres parties du cerveau ne vont pas s'activer. Donc en fait, une fois encore, la science, elle marche de manière dialectique, c'est-à-dire qu'on va avoir une idée, l'approche holistique, qui va être contredit par une autre idée, l'approche localisationniste, et au final, on va avoir une synthèse entre les idées pour dire, en réalité, ces deux hypothèses qui semblaient antagonistes, opposées, en réalité, ce sont deux versants de la même pièce. Et toute la difficulté, c'est de faire correspondre deux approches, deux théories qui, d'apparence, sont incompatibles pour avoir une théorie qui soit unitaire.
Alors on parle beaucoup en ce moment d'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle beaucoup du cerveau, de l'ordinateur, et souvent on associe le cerveau à un ordinateur. D'ailleurs, on commence à voir des intelligences artificielles qui copie de mieux en mieux ce que fait l'homme, voire le fait de manière plus rapide, plus efficace. Vous connaissez tout et tout, j'imagine, ChatGPT, qui peut répondre à beaucoup de questions et qui peut aussi faire d'autres choses que nos cerveaux font très bien, par exemple faire des synthèses, c'est-à-dire une opération sur le langage qui demande beaucoup de ressources cognitives, c'est-à-dire vous prenez un texte et vous essayez d'en extraire les informations les plus pertinentes. Et bien ça, ChatGPT le fait très bien, il répond pas uniquement à des questions. Si vous lui donnez un texte de 15-20 pages, il peut le résumer en une demi-page. Si vous lui donnez un roman, eh bien il va pouvoir vous faire une synthèse en le nombre de pages que vous indiquez. D'ailleurs, pour préparer cette présentation, j'avais beaucoup de textes que j'avais déjà écrits sur le sujet, et comme j'ai qu'1 heure et pas 15 heures, malgré mes demandes à Émilie, elle m'a dit non, juste 1 heure Arnaud, pas 15 heures, ça va faire trop, eh bien j'ai dû compacter un petit peu, extraire l'information, et ChatGPT m'a bien aidé, parce que sur les documents que j'avais déjà écrits, je lui ai demandé très simplement, prends ce texte-là et extrais-moi les principales informations, et il l'a fait de manière beaucoup plus rapide que moi et à peu près aussi efficacement que moi. Donc, l'ordinateur commence à avoir des compétences qui copient l'homme. On peut générer des images, on peut générer aussi de la musique, mais il y a quand même deux très grandes différences entre le cerveau et l'ordinateur. La première différence, c'est que quand vous achetez un ordinateur, ça peut être soit votre ordinateur portable, soit votre téléphone, c'est quasiment un petit ordinateur, eh bien vous l'achetez avec son système de hardware, de puces intégrées qui ne va pas changer, c'est-à-dire entre le premier jour d'utilisation et le dernier jour d'utilisation, puisque votre ordinateur ne marche pas, vous aurez peut-être fait des mises à jour. Par exemple, sur votre téléphone, vous faites des mises à jour régulières, sur votre ordinateur aussi. Donc le logiciel change, mais la structure ne bouge pas. Le cerveau, c'est différent. Pourquoi ? Parce que le cerveau, lui, va être capable de changer son fonctionnement. Donc quand on apprend des choses, la manière dont le cerveau fonctionne va se modifier. Donc typiquement, entre le début de cette conférence et la fin de cette conférence, votre cerveau va fonctionner de manière un petit peu différente, mais le grand changement la grande différence par rapport à un ordinateur, c'est que l'anatomie aussi du cerveau change. C'est un petit peu comme si vos circuits imprimés dans votre téléphone ou votre ordinateur changeaient au cours de l'apprentissage. C'est-à-dire que l'environnement, les habitudes vont sculpter, pour reprendre un terme qui a été utilisé hier à propos de la musique, ça va sculpter votre cerveau et ça va modifier son anatomie. Et ça, l'ordinateur est totalement incapable de le faire. L'ordinateur va changer son fonctionnement, mais sa structure ne va pas s'adapter. C'est un petit peu comme si, en fonction des tâches que vous faisiez, votre ordinateur changeait ses circuits intégrés pour répondre mieux aux tâches qu'il devait faire. Et ça, l'ordinateur est incapable de le faire. Et chez l'humain, c'est cette plasticité cérébrale, qu'elle soit au niveau de la fonction ou de l'anatomie du cerveau, c'est un processus fondamental de l'apprentissage de la musique, de l'apprentissage scolaire. C'est un processus fondamental du développement. Et ça, l'ordinateur en est incapable. On essaie de modéliser cette plasticité anatomique avec la plasticité fonctionnelle, mais c'est quand même assez différent. Alors, on va venir à un autre mythe qui est une question compliquée et délicate autour du cerveau de l'homme et du cerveau de la femme. Et la question de l'intelligence des hommes et des femmes. Et donc on a dans les neuromythes, parce que je peux vous le dire maintenant, ce sont des neuromythes, on verra tout à l'heure la réponse à vos questions, on a des stéréotypes de genre. C'est une autre manière de parler des neuromythes, qui attribuent aux femmes des compétences linguistiques supérieures et une capacité multitâche supérieure aux hommes, qui, eux, seraient plus doués en mathématiques qu'en orientation spatiale. C'est la raison pour laquelle, en voiture, les femmes parleraient beaucoup et les hommes regarderaient la carte. Eh bien, ce sont des stéréotypes qui ont été testés scientifiquement, et
jusqu'à présent, on a énormément de mal à trouver des domaines cognitifs pour lesquels on a des différences systématiques entre les hommes et les femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, certaines femmes parlent beaucoup en voiture et certains hommes sont très forts pour regarder le GPS, mais on a aussi certaines femmes qui sont très fortes pour regarder les cartes et certains hommes qui parlent beaucoup en voiture. Et puis on a certains hommes qui sont très forts en maths, mais on a aussi certaines femmes qui sont très fortes en maths. Et quand on regarde globalement, statistiquement, eh bien, on n'arrive pas à mettre en évidence de différence au niveau du fonctionnement cognitif entre les hommes et les femmes. Mais ça ne veut pas dire que le cerveau des hommes et des femmes sont identiques. Pourquoi? Parce qu'on peut tout à fait imaginer que avec des cerveaux différents, on puisse fonctionner au final de manière identique. C'est ce qu'on appelle en psychologie la vicariance. Le fait qu'on peut avoir des chemins différents pour arriver au même résultat. Alors d'où ça vient cette histoire que les cerveaux d'hommes et les cerveaux de femmes sont différents? Eh bien, ça vient sur justement ces stéréotypes de genre qui sont des stéréotypes culturels, et notamment dès l'époque grecque traditionnelle, Aristote soutenait le fait que on a des différences anatomiques dans le cerveau des hommes et des femmes, et ça justifie donc l'infériorité des femmes. Donc vous voyez déjà des considérations culturelles, sociologiques qui vont interférer avec des croyances sur l'organisation et l'anatomie du cerveau. Ensuite, cette idée que les cerveaux d'hommes et les cerveaux de femmes étaient différentes ont été justifiées notamment par Paul Broca qui a trouvé et déterminé cette région du langage dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui disait que comme tous les organes, le volume du cerveau est corrélé au volume et à la taille des personnes. Et comme en moyenne les hommes sont un peu plus grands que les femmes, eh bien le volume de leur cerveau est un petit peu plus grand. Et donc ceci explique pourquoi les hommes sont plus intelligents que les femmes. Alors une fois encore, on mélange des informations, c'est des neurobits. Hein. Je vous donne tout le cheminement et je vous dirai à la fin quelles sont les connaissances actuelles. Donc là, ce que l'on voit, c'est qu'on mélange des informations qui sont scientifiquement valables, le fait qu'on a effectivement une relation entre la taille du cerveau et la taille totale. Les baleines ont un cerveau beaucoup plus grand que les ouistiti. Les hommes qui sont en moyenne plus grands que les femmes ont un cerveau qui est en moyenne plus grand. Mais le lien entre volume du cerveau et intelligence, c'est un pas qui est très important et que je n'ai pas franchi et que je ne franchirai pas parce qu'on va voir que il n'y a pas de lien direct entre les différences de volume global chez les hommes et les femmes au niveau du cerveau et des éventuelles différences de QI qui, d'ailleurs, n'ont jamais été mis en évidence. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant? Bien maintenant, quand il y a plein d'études qui ont été faites qui s'intéressent aux différences hommes-femmes et qui ont notamment regardé, testé, est-ce que effectivement les cerveaux des hommes et des femmes étaient différentes, en se disant bon, on sait que le cerveau des hommes est en moyenne plus grand que celui des femmes, donc il faut prendre en compte cela. Et donc il y a plusieurs études qui ont comparé, qui ont regardé le volume de différentes régions du cerveau, les régions du langage, les régions impliquées dans les maths, les régions impliquées dans l'attention visuospatiale qui permet de bien lire les cartes et de bien comprendre comment le GPS fonctionne. Donc toutes les régions du cerveau ont été passées au crible. On a mesuré, les scientifiques ont mesuré le volume de ces différentes régions et ont comparé ces volumes entre les hommes et les femmes. Et qu'est-ce qu'ils ont observé? Eh bien, dans de très nombreuses études, les chercheurs ont observé qu'il y avait des différences de volume dans certaines régions. Certaines régions étaient plus importantes chez les hommes, leur volume, et d'autres régions étaient plus importantes chez les femmes. Et donc là, beaucoup de chercheurs se sont dit non mais c'est pas possible, on peut pas dire ça parce que si on montre qu'il y a des différences dans l'anatomie du cerveau, ça va justifier le fait de dire que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. Donc, vous voyez là un passage qui est un petit peu, d'un point de vue logique, qui est pas complètement clair. On peut tout à fait trouver des différences de volume dans certaines régions
sans que cela n'indique une différence d'augmentation, de diminution d'intelligence chez les hommes par rapport aux femmes. Alors certains chercheurs se sont dit, mais en fait, le problème, c'est que vous contrôlez mal pour l'effet de la taille des personnes. C'est-à-dire, certes, plus on est grand, plus on a un grand cerveau, mais ce que l'on voit quand on regarde un petit peu plus en détail, c'est que plus on est grand, plus on a un grand cerveau, mais plus on est grand, encore plus grand, plus le cerveau est grand. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est pas linéaire, c'est-à-dire que les personnes qui sont très grandes ont un plus grand cerveau que ce qu'on attendrait uniquement d'une relation linéaire entre leur taille et le volume de leur cerveau. Et donc certains auteurs ont dit, en fait, tout ce qui a été fait jusqu'à présent est invalidé du fait de cette méconnaissance de ce qu'on appelle la relation allométrique. Allométrique, c'est-à-dire que c'est pas linéaire entre les différentes régions du cerveau et le volume du cerveau. Puis d'autres chercheurs ont dit, en plus, ce que vous n'avez pas pris en compte, c'est que le volume des différentes régions du cerveau, elles sont corrélées les unes avec les autres. Chaque région ne se développe pas de manière dépendante, donc le volume d'une région dépend du volume de l'autre. Et donc dans vos analyses, vous avez complètement oublié de prendre ça, ça explique pourquoi il n'y a pas de différence homme-femme. Alors une fois encore, des scientifiques se sont attelés à la tâche, notamment il y a une de mes collègues à Normal Sup, une jeune collègue femme qui s'intéressait à ces questions-là, Camille Williams, et qui a fait des modèles mathématiques très compliqués pour prendre en compte toutes ces considérations, et au final, en étudiant plus de 50 000 IRM d'hommes et de femmes, a trouvé que même si on contrôle très bien pour toutes ces contraintes, eh bien, certaines régions ont un volume plus important chez les hommes et d'autres régions du cerveau ont un volume plus important chez les femmes. Mais, une fois encore, il n'y a pas de lien. C'est ce qu'elle le montre clairement. Elle confirme qu'elle ne trouve pas de lien entre l'intelligence et même des différences cognitives entre les hommes et les femmes. Et par ailleurs, ces différences de volume ne sont pas associées à des différences cognitives. Donc c'est vraiment la vicariance. On a deux cerveaux qui fonctionnent, qui ont une anatomie un petit peu différente. Et même, il y a un résultat qui a été publié il y a moins d'un mois dans un grand journal scientifique qui s'appelle PNAS, c'est le journal de l'Académie des sciences américain, qui montre que si on regarde uniquement le fonctionnement du cerveau, pas son anatomie, mais uniquement le fonctionnement du cerveau, on vous donne un cerveau, par des méthodes d'imagerie, on peut mesurer comment le cerveau fonctionne. Et bien à partir de là, on peut, avec des systèmes d'intelligence artificielle, vous dire c'est le cerveau d'un homme ou c'est le cerveau d'une femme. Ça veut dire uniquement en regardant comment le cerveau fonctionne, on peut distinguer un homme d'une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fonctionnement du cerveau est suffisamment différent pour être vraiment spécifique et qu'on puisse indiquer c'est un homme ou c'est une femme. Alors pourquoi on a ça? Eh bien, une des raisons, c'est que l'anatomie et le fonctionnement du cerveau dépend beaucoup des hormones sexuelles. Quand on se développe, on est baigné d'hormones. Tout à l'heure, je vous ai parlé du cortisol pour le stress. Là, je vous parle des hormones sexuelles, qui fait que ces hormones sexuelles vont avoir un impact sur la manière dont le cerveau se développe. Et l'impact, il peut avoir lieu très précocement. Il y a beaucoup de travaux qui vous disent certes, il y a des différences de volume de cerveau, mais ça vient de la plasticité. Ce que je vous indiquais tout à l'heure, le fait que le cerveau peut changer son fonctionnement, mais aussi son anatomie. Et donc, du fait de normes culturelles différentes, de normes sociales différentes, eh bien, le cerveau est sculpté par ces normes. Et donc, au final, on va avoir certaines régions du cerveau qui vont être différentes entre les hommes et les femmes. Mais à la naissance, c'est un petit peu la tabula rasa. Les deux cerveaux sont totalement identiques et c'est la culture qui va modifier le cerveau. Pourquoi pas? Il y a une collègue à New York, Moria Thomason, qui est spécialiste de l'étude du cerveau du fœtus. On peut maintenant regarder comment le cerveau du fœtus fonctionne. Donc c'est dans un cadre clinique, mais on peut le faire aussi, les mêmes techniques, sur des grossesses qui se passent tout à fait correctement. Et qu'est-ce qu'elle a montré, Moria Thomason? Eh bien, avec les mêmes techniques que je vous indiquais tout à l'heure, où on peut regarder le fonctionnement du cerveau, elle l'a fait chez des fœtus garçons, des fœtus filles. Et qu'est-ce qu'elle a observé? Eh bien, elle a observé que les différences qu'on observe dans le cerveau après la naissance, dans le cerveau mature, eh bien, il est déjà présent in utero. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà les hormones sexuelles qui sont à l'œuvre, qui vont façonner en partie la manière dont le cerveau se développe. Alors, on a aussi certains gènes, les chromosomes sexuels qui sont différents entre les hommes et les femmes, qui vont influencer la manière dont le cerveau se développe. Et donc, au final, à la naissance, les hommes et les femmes ont des cerveaux qui sont sensiblement différents dans leur anatomie et qui fonctionnent de manière différente. Mais
ces différences ne sont pas du tout associées à des différences cognitives. Et par ailleurs, quand on compare le QI, une fois encore, on n'a pas de différence entre les hommes et les femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, certes, on a des différences dans le cerveau, mais dire qu'il y a des différences, ça ne veut pas forcément dire, c'est même pas que ça ne veut pas forcément dire, ça ne veut pas dire qu'il y a une hiérarchie. On peut avoir un cerveau différent entre un homme et une femme, logiquement, ça ne permet pas d'arriver à la conclusion, et donc les hommes sont plus intelligents que les femmes. Cette conclusion-là, et donc les hommes sont plus intelligents que les femmes, ça, ce sont des stéréotypes de genre qu'on peut expliquer au niveau psychologique, sociologique, mais c'est indépendant de cette question de cerveau d'hommes et de femmes. Bon, j'espère que je vous ai convaincu, que je ne vous ai pas perdu et que vous ne m'avez pas trouvé comme un horrible homme blanc de moins de 50 ans qui parle du cerveau des hommes et des femmes. Alors, un autre mythe, c'est le fait que on utilise 10%, uniquement 10% de son cerveau. Vous avez peut-être vu le film Lucie de Luc Besson qui s'appuie sur cette idée qui est le fait qu'on n'utilise qu'une toute petite partie de notre cerveau. Et donc dans le film Lucie de Luc Besson, eh bien, les auteurs arrivent à inventer une molécule, une drogue qui permette de passer de 10 à 100%. Et à partir de là, il se passe beaucoup de choses pour Lucie. Alors, d'où vient ce mythe? Alors, ça, c'est pas très clair. Il y a plusieurs origines qui sont à l'origine de ce mythe. Une des explications, une des origines, c'est le fait qu'une fois Albert Einstein était interrogé par un journaliste et le journaliste posait des questions qui étaient pas du tout intelligentes et au bout d'un moment, Albert Einstein se serait un petit peu énervé en lui disant ça serait peut-être bien d'utiliser un peu plus que 10% de son cerveau. C'est une jolie histoire, mais elle n'a pas été complètement validée, mais j'aime bien cette histoire. D'ailleurs, Einstein n'a jamais dit que c'était un expert sur le cerveau, donc comme il était assez précautionneux, je pense qu'il n'a pas tenu ce genre de propos. Un autre élément vient du fait que que le cerveau utilise à peu près 20% de notre énergie. Il faut savoir que le cerveau, c'est à peu près 2% du poids, et même si c'est que 2% du poids, il va consommer à peu près 20% de notre énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau consomme beaucoup d'énergie par rapport aux autres organes. Et donc cette histoire de 10-20%, ça pourrait peut-être venir de là, en disant en fait le cerveau ne consomme que 20% de l'énergie du corps, peut-être qu'il pourrait en consommer plus. Donc ça c'est une autre origine de ce mythe. Une autre origine de ce mythe, c'est le fait que dans le cerveau, vous savez, vous avez deux types de cellules. Vous avez les neurones, on en parle beaucoup, les neurones c'est les cellules de la matière grise. Et puis on a d'autres cellules qui sont un petit peu moins connues, qui s'appellent les cellules gliales, qui sont des cellules qui vont apporter de l'énergie aux neurones, qui jouent plein d'autres fonctions dans le cerveau, mais qu'on connaît un petit peu moins bien. En tout cas, les scientifiques les connaissent, mais on parle beaucoup plus de neurones que de cellules gliales. Or, il y a... or, le nombre de cellules gliales n'était pas toujours très bien connu. En tout cas, il y a beaucoup de cellules gliales dans le cerveau, un petit peu plus que de neurones, et donc certaines personnes ont pu se dire, en fait, si on n'avait que des neurones plutôt que ces cellules gliales qui servent pas à grand chose, on pourrait être plus intelligent. Ça, c'est une autre hypothèse qui n'est pas validée. Alors, une autre hypothèse, vous allez voir, il y a plein d'hypothèses qui permettent d'expliquer ce neuromythe. Il y a des travaux du début du siècle où, dans le cas de certaines neurochirurgies, on retirait certaines parties du cerveau. Soit parce qu'il y avait l'épilepsie, soit parce que il y avait une tumeur. Et on se rendait compte que quand on retirait certaines parties du cerveau, dans certains endroits du cerveau, eh bien, il n'y avait pas d'effet qui était manifeste. Il y a certaines régions du cerveau, les régions motrices, si on retire un morceau de cerveau dans les régions motrices, la personne devient paralysée. Si on retire des morceaux de cerveau dans les régions visuelles ou auditives, eh bien, la personne ne voit plus ou n'entend plus. En revanche, ces régions qu'on dit de bas niveau, elles ne représentent pas beaucoup du cerveau. Et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de régions dans le cerveau où, si vous retirez une partie de cerveau,
de prime abord, vous verrez pas beaucoup de changements. Et donc, ça a amené à penser certaines personnes en disant, en fait, il y a beaucoup de cerveaux qui ne servent pas à grand-chose. Il y a certaines régions très importantes, puis il y en a d'autres, on peut les retirer, il ne se passe rien, donc on n'utilise pas toutes les capacités de notre cerveau. Alors, qu'est-ce qu'on sait maintenant? Eh bien, on sait en réalité que ces régions qu'on connaissait pas très bien avant, notamment au début du siècle, effectivement, il y a des régions, si vous retirez un petit peu de cerveau, de premier abord, vous verrez pas grand-chose. Mais si vous creusez un petit peu, vous verrez que la personne est peut-être un petit peu moins forte pour planifier les actions. C'est notamment le cortex préfrontal. C'est une région qui s'occupe de toutes les fonctions de haut niveau. Et les fonctions de haut niveau, eh bien, on va pas forcément voir de prime abord dans quoi elles sont impliquées. Ça peut être les capacités d'anticipation, ça peut être les capacités de repérage dans l'espace, donc des fonctions ou des capacités de se mettre à la place d'autrui. Donc ça, c'est des fonctions, si on les connaît pas et si on va pas les chercher de manière très précise, la personne, elle fonctionne de manière à peu près correcte, mais elle peut avoir des petits déficits dans certains de ces domaines-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on l'a vu tout à l'heure, toutes les régions du cerveau sont utiles pour le fonctionnement du cerveau, et donc on n'a pas juste une petite partie du cerveau qui fonctionne et tout le reste qui sert à rien. D'un point de vue énergétique, ça serait une perte très importante pour le corps si le cerveau fonctionnait à vide pour rien du tout. Un autre argument pour expliquer ces 10%, c'est que on commence à avoir maintenant des outils, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'IRM fonctionnel qui permet de voir l'activité du cerveau. Et cette activité du cerveau, quand on la mesure, eh bien on se rend compte que le fait d'être impliqué dans une tâche cognitive, par exemple vous actuellement qui êtes en train de m'écouter, d'essayer de comprendre ce que je raconte, parce que je ne suis pas toujours très clair, eh bien vous allez avoir une activité de votre cerveau qui va être un tout petit peu augmentée. Quand on fait une tâche cognitive, l'activité du cerveau est un tout petit peu augmentée. Pourquoi un petit peu augmentée? Parce que le cerveau fonctionne toujours beaucoup et il a un fonctionnement de base qui est très très gourmand en énergie. Et le fait d'être engagé dans une tâche cognitive, c'est quelques pourcents plus, 10% maximum. Et donc ce 10%, il pourrait venir de ce résultat faussement scientifique et de dire, eh bien, si on est engagé dans une tâche cognitive et qu'on consomme juste 10% d'énergie en plus, eh bien, ça veut dire que on pourrait utiliser 90% de notre cerveau. Donc, au final, qu'est-ce qu'il faut en conclure? Il faut en conclure que un neuromythe, il peut se construire à partir de différentes hypothèses. Souvent, les hypothèses, elles sont pratiques parce que elles correspondent à une vision du monde que l'on a. Elle permet d'expliquer des informations, permet d'expliquer des lacunes qu'on a sur un domaine, par exemple comment fonctionne le cerveau. Avant de bien comprendre comment fonctionne le cerveau, eh bien chacun avait un petit peu sa théorie. C'est un petit peu comme les fake news, quand on comprend pas bien la réalité, eh bien on va échafauder des modèles théoriques pour expliquer ce que l'on voit, pour essayer de comprendre ce que l'on voit. Pour les 10%, c'est la même chose. Alors, dernier neuromythe, tout se joue avant 3 ans. Ça, c'est quelque chose que l'on entend souvent. Le fait que l'âge de 3 ans, ça constituerait une période critique au-delà de laquelle les enfants auraient des difficultés à apprendre des nouvelles choses. Alors, c'est tellement un neuromythe ancré que notre gouvernement a créé un très joli programme qui s'appelle les 1000 premiers jours. Si vous divisez 1000 par 365, eh bien vous tombez sur 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut beaucoup agir sur les 1000 premiers jours parce que les 3 premières années, c'est fondamental. Alors bien sûr, les 3 premières années, c'est fondamental. Pourquoi? Eh bien parce que pendant ces 3 premières années, dans le développement du cerveau de l'enfant, il se passe beaucoup de choses. Par exemple, c'est là où vous allez avoir la mise en place de certaines capacités. Par exemple, la vision en relief, elle a lieu très précocement et si vous n'avez pas les informations visuelles, par exemple si vous avez un œil qui a un problème et que l'information n'arrive pas au bon moment, eh bien vous n'aurez pas la vision binoculaire. De la même manière, si vous n'êtes pas exposé au phonème d'un langage, avant, alors c'est pas 3 ans, mais c'est un petit peu plus tard, mais c'est pas beaucoup plus tard, eh bien, vous aurez du mal, voire vous ne serez pas capable de percevoir certains phonèmes. Par exemple, en italien, on n'a pas le son U, on a le son OU qui est proche. Eh bien, les Italiens n'arrivent pas à distinguer le U du OU, et quand ils produisent du langage, quand ils parlent français, ils mélangent souvent le son U et OU, parce que petits, ils n'ont pas été exposés à ce stimulus.
De la même manière, pour la reconnaissance des visages. C'est Gregor Borsk qui en a parlé jeudi soir sur le fait qu'on va avoir une spécialisation des systèmes perceptifs très précocement et par exemple on va être beaucoup plus fort pour distinguer les visages de son ethnie, que l'on voit beaucoup quand on est petit, par rapport à d'autres ethnies qu'on ne connaît pas. Et donc si on n'est pas exposé précocement à toute la variabilité des visages de son ethnie, ou d'une ethnie particulière, eh bien on aura beaucoup plus de mal par la suite à les reconnaître. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses importantes avant 3 ans, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau ne s'arrête pas d'être plastique à 3 ans. Bien au contraire, le cerveau continue à se développer jusqu'à peu près 23-24 ans. C'est ce qu'on sait maintenant. Et en particulier, l'avant du cerveau, le cortex préfrontal, et d'autres régions, par exemple le cortex temporal, donc la partie à gauche, sont des régions qui se développent beaucoup à l'adolescence. Le cortex préfrontal, c'est tout ce qui est impliqué dans la raison. Ça commence vers 7 ans, donc c'est pas un hasard, hein, 7 ans, l'âge de raison, c'est là où le cortex préfrontal commence à se développer. Capacité à dire non, capacité d'inhibition, de planification, ça commence à se développer beaucoup, la pensée formelle à partir de 7 ans, l'âge de raison, mais ça continue très tardivement. Et puis à l'adolescence, vous savez bien que les adolescents ont une appétence pour les relations sociales. Eh bien, c'est en lien avec le fait que ces régions temporales se développent énormément à l'adolescence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de choses se jouent à 10 ans, à 3 ans, avant 3 ans, mais tout n'est pas joué et il reste encore plein de choses qui peuvent se mettre en place, voire via la plasticité, des choses qui n'auraient pas été mises en place précocement vont pouvoir tardivement se mettre en place, sauf pour certains aspects perceptifs très particuliers, mais pour quasiment toutes les fonctions cognitives, même si elles sont mal développées au petit âge, eh bien, à l'adolescence, il pourrait y avoir une sorte de remise à zéro du système via une plasticité très importante. C'est rassurant parce que ça veut dire que des enfants qui ont subi des maltraitances, je fatigue, ou un stress important, ou des traumas, eh bien, à l'adolescence, la plasticité du cerveau fait qu'il va être possible de pouvoir remettre un petit peu les choses à plat. Et donc, en réalité, c'est pas tant les 1000 premiers jours qui sont importants, mais plutôt les 1000 premières semaines. Pourquoi? Parce que 1000 premières semaines, on arrive vers 24-25 ans, et là, effectivement, beaucoup de notre cerveau se construit dans cette période-là, même si, à des âges plus avancés que 25 ans, notre cerveau est encore plastique, moins que quand on est très jeune, mais on est encore en capacité d'apprendre. Et donc, une fois encore, vous voyez que c'est une information qui n'est pas complètement fausse. Effectivement, les 1000 premiers jours, les 3 premières années sont importants, mais il se passe beaucoup de choses après. Alors, on va voir si j'arrive à m'en sortir au niveau technique pour reprendre vos réponses et puis voir... Hop. Ok. Alors, on va voir ce que vous avez répondu avant la conférence et puis on va voir à quel point vous étiez déjà sensible ou pas à certains neuromythes. Alors, première question, écouter Mozart rend plus intelligent. Une petite majorité, 61%, ont bien répondu non. Donc on a vu, ça rend pas plus intelligent, mais ça limite le stress. Donc ça, effectivement, vous étiez à 92% à répondre oui. Écouter Mozart diminue le stress. En réalité, ça dépend si on aime Mozart ou pas. Si on n'aime pas Mozart, écouter Mozart ne va pas du tout diminuer le stress. Au contraire, ça va l'augmenter. Donc les 5%, les 8%, là, les 5 votants n'ont pas tort. Si on n'aime pas Mozart, écouter Mozart ne va pas diminuer le stress. Est-ce que Mozart soulage les patients épileptiques? Eh bien oui, en majorité, vous aviez raison, 63%. Effectivement, ça peut soulager certains patients épileptiques. Est-ce qu'écouter Mozart ou le groupe de rock Blur a le même effet sur le cerveau? Eh bien oui. Si on aime Blur et si on aime Mozart, ça aura le même effet. En revanche, si vous n'aimez pas Mozart et que vous écoutez Blur, ou si vous n'aimez pas Blur et que vous écoutez Mozart, eh bien dans les deux cas, on aura un effet qui est similaire. Donc oui, écoutez Mozart ou le groupe Blur,
En réalité, c'est le même effet, c'est écouter de la musique, même si certaines fréquences de certains morceaux de Mozart ont peut-être certaines particularités acoustiques particulières, mais en tout cas au niveau cognitif, quand on fait les tests, on ne voit pas d'effet du type de musique. Est-ce que écouter Mozart améliore le bien-être? Oui, vous êtes à 92%. Sauf si on déteste Mozart. Une fois encore, il y a peut-être 8% dans l'assemblée là qui n'aiment pas Mozart. Est-ce que le cerveau droit est associé à la créativité, l'imagination et les émotions, tandis que l'hémisphère gauche du cerveau est lié à la logique, à la rigueur? Une petite majorité répond oui, alors qu'en réalité c'est non. L'hémisphère droite, mais aussi l'hémisphère gauche sont impliqués dans toutes ces fonctions-là. Je vois qu'il y a quelques fautes d'orthographe qui montrent que ça vous donne, ça casse un autre neuromythe sur la qualité orthographique des professeurs d'université. En revanche, ça renforce une connaissance scientifique et le fait du manque de sommeil et peut-être un petit peu de consommation d'alcool n'est pas très bon sur la préparation des questions, surtout quand on fait ça la veille parce qu'on n'est pas très organisé. Alors, certaines personnes utilisent plus leur cerveau droit et sont donc plus créatifs et plus sensibles. Bon, ben là, on a quasiment à l'équilibre oui et non. En réalité, c'est non. De la même manière, alors là, c'est drôle, c'est que l'hémisphère gauche fonctionne exactement de la même manière que l'hémisphère droit du cerveau. Une majorité qui dit non. Alors, c'est vrai que ça fonctionne pas exactement pareil. C'est une question qui n'était pas très claire, mais en gros, les deux hémisphères fonctionnent globalement de manière assez similaire. Bon, c'est une question qui n'était pas très... il faudrait que je passe beaucoup de temps pour vous dire pourquoi effectivement il y a des petites différences, mais c'est des différences assez subtiles. À chaque région du cerveau est associée une fonction cognitive particulière. La majorité des gens disent oui. Alors, c'est pas complètement faux, si ce n'est que c'est pas une unique région, c'est un ensemble de régions va être impliqué pour une fonction cognitive particulière. Le cerveau des hommes est identique à celui des femmes. Eh bien, la majorité avait tort. Effectivement, le cerveau des hommes est un petit peu différent de celui des femmes. Il est plus gros. Il est plus gros parce que le cerveau des hommes est plus gros parce que les hommes en moyenne sont plus grands que les femmes et donc leur cerveau proportionnellement est plus grand. Certaines régions du cerveau ont des volumes différents chez les hommes et chez les femmes. La majorité avait dit oui. Prendre en compte la taille globale du cerveau, qui est proportionnelle à la taille de l'individu, fait disparaître toute différence entre le cerveau des hommes et des femmes, mais en fait non. Le fonctionnement du cerveau des hommes et des femmes est identique? Eh bien non, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des petites différences dans le fonctionnement. Les hommes ont en général un QI plus élevé que les femmes. Et bien là, c'est une erreur, c'est totalement une erreur. C'est non. Voilà, c'était pas un lapsus, c'était juste de la fatigue hier soir, parce que le logiciel, j'ai appris à l'utiliser hier et que c'est pas si simple que ça. Donc non, la très très grande majorité a répondu non et il fallait répondre non. Je suis curieux de voir qu'il y a une personne qui pense que les hommes ont un QI plus élevé que celui des femmes. En tout cas, c'est pas celui qui a fait ce sondage qui a un QI plus élevé que celui des femmes. Les différences de cerveau entre hommes et femmes s'expliquent uniquement par la culture et l'environnement socio-économique. Ben non, même si une majorité le pensait, mais enfin on est quasiment à l'équilibre. C'est pas uniquement la culture et l'environnement, c'est pas uniquement les gènes, c'est les deux en fait. On a des facteurs génétiques, on a des facteurs environnementaux qui expliquent les deux. Les hormones sexuelles influencent le développement et le fonctionnement du cerveau. Oui, une majorité l'a trouvé. On utilise entre 10 et 20% des possibilités de son cerveau. Et bien là, ce neuromythe, il est quand même très ancré, puisque 51% des gens pensent que oui. Eh bien non, je vous l'ai dit en détail pourquoi, d'où pouvait venir cette idée, mais en réalité, non, on utilise bien 100% de notre cerveau quand on réfléchit et même quand on ne réfléchit pas. Pratiquer une activité culturelle, faire de la musique, lire un livre, écouter aussi de la musique modifie l'anatomie du cerveau. Oui, tout à fait, c'est ce qu'on appelle la plasticité. Pratiquer une activité culturelle modifie le fonctionnement du cerveau. Oui, aussi. Alors c'est drôle, c'est que la notion de plasticité fonctionnelle, la très grande majorité là, on a 95%. Par contre, le fait qu'il y ait une plasticité structurelle, ce qui fait qu'on est un cerveau humain et pas une machine, eh bien ça, c'est un petit peu moins connu. Pour le développement socio-émotionnel, tout se joue avant 3 ans.
Et une majorité avait bien répondu non, ce n'est pas le cas. Pour le développement cognitif, tout se joue avant 3 ans. De la même manière, tout ne se joue pas avant 3 ans. Le développement du cerveau se termine à l'âge de 7 ans, l'âge de raison. C'était vous pour faire un petit piège, hein, en mettant âge de raison. Je me suis dit que j'allais vous induire en erreur, mais ça n'a pas marché. Le développement du cerveau se termine à 18 ans. Non, en réalité, il se ralentit beaucoup après 25 ans. Eh bien, je vous remercie. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Je crois que c'était... L'organisatrice est là ou pas ?